ici pour les gens digitaux. Donc, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là parmi vous. Donc, aujourd'hui, le panel va tourner autour de l'IGOUF pour un écosystème florissant en Afrique. Et donc, les intervenants pour ce panel seront donc M. Hicham Iraki Oussaini, directeur général en charge de l'Afrique francophone chez SAP, M. Konaté Lassina, directeur de l'économie numérique, M. Loïs Tamalgo, vice-président en charge des relations publiques de Huawei North Africa, M. Mahmoudi Boundi, directeur développement des services à l'ANSUT, et M. Eitem Salem, directeur général à Altdec Dev Tunisie. Donc nous allons les accueillir sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Donc, avant de démarrer le panel, nous allons contextualiser déjà le sujet. Donc, comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui dans un monde en perpétuelle évolution, en perpétuel bouleversement. Et nous avons face à nous donc, des clients, des utilisateurs qui sont beaucoup plus exigeants envers les entreprises qui leur fournissent des produits ou les services. Et le service public n'est pas en marge donc de ces réclamations ou ces demandes des différents acteurs, donc clients. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de voir comment le secteur public donc, se positionne dans ce contexte donc, qui est assez complexe. Et donc pour nous entretenir sur le sujet, nous avons un thème qui est assez vaste, donc qui est l'écosystème GovTech florissant. Mais nous allons nous focaliser sur donc, le sujet qui est utiliser des nouvelles technologies pour mieux servir les citoyens représente une incroyable opportunité que l'écosystème numérique et les startups technologies africaines doivent saisir. Donc, avant de démarrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord essayer de nous aligner donc, sur les définitions donc, de l'écosystème. Je pense qu'on a un auditeur qui est là, des auditeurs qui sont là. Donc, est-ce qu'on pourrait déjà démarrer par la définition donc, des GovTech? Donc, on va commencer par M. Konaté Lassina. Allô? Oui, je pense que ça va mieux là. C'est bon? Oui, c'est bon. Je vous remercie, cher modérateur, de nous donner l'opportunité d'être à ce panel pour parler de ces sujets tellement importants au niveau du développement de nos administrations, mais surtout quant à leur contribution à ces problématiques qui sont d'actualité. Alors, pour revenir à la question de façon précise, les GovTech, nous les percevons comme cet ensemble de technologies qui doivent permettre à nos États, à nos administrations, de jouer le rôle qui leur est vraiment dévolu, que aussi bien que ce soit leur responsabilité régalienne, mais surtout vis-à-vis du citoyen et toutes ces technologies autour de cet écosystème du numérique qui devrait permettre aux gouvernants de jouer pleinement leur rôle dans cette vaste problématique. Merci, M. Konaté Lassina. M. Loïs Tamalgo, si vous devez approfondir donc ce thème. Allô. Merci, M. Samaké. Je vous remercie de m'avoir invité à ce panel. Donc, suite à l'intervention du grand frère, je voudrais juste ajouter que le GovTech ou encore les solutions e-gouvernement, c'est l'expression pratique de la digitalisation des gouvernements dans tous les pays du monde, bien sûr. Et pour ce qui concerne l'Afrique, où la digitalisation, bien sûr, est une grande priorité, il faut dire que les solutions e-gouvernement constituent de manière pratique la transition des gouvernements pour servir les citoyens de manière plus efficace. Et il est important de savoir que cela passe par l'utilisation des outils TIC
décliner les services offerts aujourd'hui par les gouvernements par l'utilisation des services TIC pour les rendre beaucoup plus accessibles et beaucoup plus, j'allais dire, efficients en termes d'utilisation par les citoyens. Donc cela passe par, bien sûr, la modernisation des services de l'administration, rapprocher les services offerts par l'administration aux citoyens, qu'ils soient en zone rurale ou en zone urbaine. Et donc, c'est l'éthique au cœur de l'action du gouvernement. Il faut dire quand même qu'il y a une légère différence, et il faut le savoir, entre e-gouvernement et e-gouvernance. Voilà, c'est un élément important parce qu'aujourd'hui, on se focalise beaucoup sur l'utilisation des outils par les gouvernements pour servir les citoyens. Donc, l'e-gouvernement, j'allais dire, l'e-gouvernement, c'est bien sûr l'utilisation des TIC pour exprimer l'autorité de l'État, le service de l'État, mais l'e-gouvernance, c'est l'utilisation des outils TIC pour exprimer la négociation entre différents acteurs dans un pays ou dans une certaine zone. Donc, c'est important parce que autant les gouvernements développent des solutions pour servir les citoyens, autant des plateformes, j'allais dire, gouvernementales ou non gouvernementales ou bien sûr interagissantes, utilisent aussi les outils TIC pour mettre en place des services accessibles aux populations. Et comme quelqu'un l'a dit au début, si les gouvernements n'y prennent garde, ils peuvent être dépassés par la situation. D'accord. Donc, on va arracher quelques mots à M. Mahmoudi Bondi. Merci, merci de m'avoir invité. Moi, je pense que mes prédécesseurs ont dit l'essentiel sur le sujet. C'est pour faire le parallèle avec la fintech, les technologies qui sont utilisées pour améliorer les services financiers. C'est pareil dans le gouvernement pour l'administration, qui est le plus gros fournisseur de services dans un pays au-delà des grosses entreprises qui peuvent exister. Donc l'idée, c'est d'utiliser les technologies pour améliorer tout ce qui peut être relation B2, G2B, G2C ou G2G, comme ça a été dit tout à l'heure. Donc c'est apporter de l'efficacité dans l'action du gouvernement. D'accord. Pour faire simple. Merci. Donc nous allons passer au panel virtuel. Donc M. Hicham Iraki, s'il est présent, est-ce qu'il pourrait rajouter quelques mots donc, à ces définitions qui ont été apportées? Bonjour tout le monde, ravi d'être parmi vous. J'aurais aimé être physiquement dans un pays qui est cher. En fait, je pense que l'essentiel a été dit. Moi, je rajouterais que le GovTech, en fait, c'est la mise en place d'un certain nombre de piliers pour mieux servir le citoyen et pas que l'entreprise, l'investisseur, et de créer cet écosystème pour permettre une manière fluide d'apporter tous les services vraiment auprès de l'utilisateur. Typiquement, cela intègre aussi bien avoir l'infrastructure nécessaire. On ne peut pas parler de GovTech si on n'a pas l'infrastructure qui permet aux utilisateurs de disposer d'une manière, on va dire, en temps réel des services et de pouvoir les consommer. La deuxième partie, c'est l'éducation. On doit s'assurer que la population elle est bien éduquée, qu'on a une démarche de conduite de changement pour être vraiment inclusif et ne laisser personne en marge de la transformation qu'on est en train de faire. Et la troisième chose, à mon avis, qui est fondamentale, c'est pour cela qu'on parle de e-gouvernement, d'intégration des services, c'est de venir vers l'utilisateur final avec un bouquet de services et d'éviter à l'utilisateur d'avoir à se déplacer entre administrations ou même de se déplacer entre administrations virtuelles pour pouvoir accomplir un service qu'il peut faire en un seul clic. Et cela, bien évidemment, suppose qu'il y a une forte intégration entre les différents départements de l'État. Et malheureusement, ça, c'est un volet qui est essentiel dans l'e-gov, dans lequel on pêche énormément sur le continent. D'accord. Merci, M. Hicham Iraki. On va passer la parole à M. Etem Salem. On ne vous entend pas. Toujours pas. Vérifiez votre micro. Vous entendez maintenant? Là, c'est bon. Oui.
Donc, j'ai dit bonjour de la Tunisie, mes chers amis en Côte d'Ivoire et dans le continent africain. C'est notre continent, le continent le plus cher à mon cœur. Bon, pour faire donc à mon point de vue la définition de IGAV, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est-à-dire qu'au lieu d'être physiquement avec vous, donc je suis virtuellement avec vous, on a pu faire donc ce forum-là, donc le Africa Digital Expo, sans avoir donc des handicaps. D'où le IGAV. Le IGAV, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, on va le prendre donc d'une manière plus générale. C'est-à-dire que le gouvernement, il va servir le citoyen n'importe où il est. Donc, pour avoir ceci, je me rejoins à M. Hichem. Donc, il y en a donc trois piliers. Donc, le pilier le plus important, on va dire que c'est l'infrastructure. Donc, sans avoir une Internet, une bonne qualité d'Internet, donc on ne peut pas avoir dans ce genre de service. Donc, l'infrastructure ici, elle est décomposée en deux parties. Donc, on va en parler après. Donc, généralement, c'est la composante de l'infrastructure télécom et de l'infrastructure IT, donc l'infrastructure informatique. Le deuxième, c'est ce que les Nations Unies ont l'appelé human capacity ou la capacité humaine. Donc, c'est un mot qui est plus général pour dire l'éducation. Donc, sans que les citoyens ils savent comment utiliser, on va dire, dans un terme plus spécifique, le mobile, donc le portable, pour qu'ils puissent accéder à ces services-là. Donc, le IGAV ne peut pas vraiment être très efficace. Et donc, dernièrement, c'est le processus. Donc, le processus, c'est, on va dire, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle toujours, et on souffre un peu, donc, de la bureaucratie. Donc, le IGAV, il va diminuer, c'est le temps de processing donc, de chaque service que le citoyen ou l'investisseur, ou on va dire en général, donc le domaine professionnel, il a besoin d'avoir du gouvernement. D'accord, merci. Et donc là, on a entendu parler de servir le citoyen, accompagner le citoyen. Donc aujourd'hui, est-ce que, en quelques mots, on peut nous dire quels sont les problèmes donc, qui sont vécus par ces citoyens que le IGO va traiter avant de rentrer dans les solutions? Donc un peu le contour des différents problèmes rencontrés par les citoyens aujourd'hui. Monsieur Konelassina, comme vous avez déjà le micro. D'accord, merci. Mais je pense qu'en tant que tous, autant que nous sommes des citoyens et nous sommes chaque jour confrontés à nos administrations pour différents types de services. Et aujourd'hui, l'ensemble des problèmes que nous voyons, ce serait d'abord en termes d'efficacité, de réactivité, célérité, la transparence dans les interactions entre les citoyens et les États et les administrations. Il y a beaucoup d'autres thèmes, mais je pense que les autres reviendront certainement sur eux. Mais voilà autant de points sur lesquels l'introduction des technologies dans les rapports entre le citoyen et l'État devrait pouvoir améliorer ces axes et ces aspects. Merci. Donc, Monsieur Loïs Tamalou. Alors, pour compléter ce que M. Konaté Lassina a dit, je voudrais juste dire que très récemment, j'avais besoin d'établir la copie intégrale de mon acte de naissance. Et je crois que cela m'a pris à peu près 2 mois pour arpenter plusieurs services et plusieurs éléments jusqu'à me rendre compte que le registre d'acte de naissance sur lequel se trouvait mon document a même été détruit pendant la crise de 2010. Donc, ceci pour dire que juste un problème au niveau état civil à régler peut constituer un véritable combat à mener pendant des semaines et des mois. Donc, au niveau de l'état civil, il y a beaucoup de problèmes pour rapprocher le citoyen des services. Et cela, je crois que ça se reflète dans beaucoup de documents d'état civil, acte de naissance, carte d'identité périmée qu'on ne peut pas renouveler. Il y a l'accès à des services vitaux, notamment comme la santé et bien d'autres bien d'autres services. Aujourd'hui, c'est le citoyen qui paie les frais de la lourdeur, j'allais dire, de l'administration. Au bout du compte,
Et doublé à cela, je crois que nous sommes tous au courant de tout ce qu'il y a comme corruption, voilà, dû à la non-transparence des systèmes de l'administration. Donc, au bout du compte, aujourd'hui, celui qui paie les frais au bout de la chaîne, c'est le citoyen, en amont comme en aval. Monsieur Moundi, vous avez des éléments à rajouter? Oui, les problématiques sont très, très nombreuses. Ce à quoi les populations font face. Donc, il y a des exemples très concrets de déplacement, d'augmentation de revenus, comme ça a été dit, de transparence dans les démarches. C'est pour ça que la dématérialisation de la relation administration-usager répond à un certain nombre de ce type de problématiques. Mais nous, dans notre approche, par exemple, à l'ANSUT, lorsqu'on qualifie les projets, de façon holistique, en réalité, on regarde les 17 ODD, les 17 objectifs de développement durable, qui synthétisent au fait les problématiques auxquelles on doit répondre en réalité. Et on regarde la contribution des projets aux différents ODD, mais aussi à travers des ateliers qui sont menés avec les contributeurs, avec les usagers aussi. Par exemple, dans les matrices de qualification, on va prioriser les projets qui réduisent le nombre de déplacements, mais qui vont contribuer à un ODD d'augmentation de revenus, parce que celui qui ne se déplace pas, il gagne du temps, il économise son transport, ainsi de suite. Donc ça, c'est l'approche que nous, on utilise de façon holistique pour qualifier les différents projets, afin de répondre à ces problématiques. D'accord. Nous avons toujours M. Jean-Philippe Huet, donc, qui nous avait donné l'exemple du suivi donc, ou de la traçabilité des plaintes. Est-ce qu'on a d'autres cas d'usage que vous avez en tête, que vous pourrez nous exposer ici? Je ne sais pas s'il nous entend toujours. Je crois qu'on l'a perdu, donc on va demander à M. Hicham Iraki, donc des cas d'usage, des besoins donc, du citoyen aujourd'hui, donc qui nécessitent la mise en place ou le renforcement donc, de l'impact du e-gov. Il y a un cas d'usage, à mon sens, de validation de signature qui doit être faite auprès d'une commune avec un agent assermenté, etc. Et moi, là, je cite un exemple qui a vraiment très bien marché. Au Maroc, lorsque l'administration ou la direction générale des impôts voulait en fait rentrer de plein fouet dans la digitalisation, ils ont commencé par énumérer un peu tous les services ou bien les raisons des déplacements des citoyens. Et ils ont fait vraiment la chose à l'envers. Ils ont commencé par créer vraiment des quick wins et au fur et à mesure éliminer jusqu'à ce qu'ils ont pu apurer et avoir une faible, on va dire, un faible taux de visite sur l'administration. Et pour cela, je reviens sur l'exemple, on va dire le besoin fondamental qui est le déplacement commune pour la certification et la conformité de signature. C'est quelque chose qui, à mon sens, pourrait régler beaucoup de problèmes. Et on peut voir que juste les files d'attente qui se créent, et d'autant plus aujourd'hui avec le Covid, ça crée des problématiques au-delà juste de servir les citoyens, mais des problèmes de santé. Et ça pourrait vraiment être un quick win qu'on peut avoir dans les différents pays de la région. Et le citoyen pourrait le sentir au quotidien et l'impact pourrait être énorme aussi bien sur l'économie, sur les déplacements des gens, pour réduire les émissions de CO2. On peut vraiment citer beaucoup d'avantages derrière ça. Monsieur Eitem Salem, oui, oui, vous m'entendez là? Oui, oui. D'accord. Donc, c'est pour complémenter avec d'autres exemples. Un des paperasses qui est, je pense, que le plus demandé par le gouvernement, c'est l'état civil, donc l'acte de naissance, on va dire.
Donc, tu dois aller faire de la queue pour prendre le numéro, pour avoir cet acte-là. Donc, ici en Tunisie, c'est parmi les choses que le gouvernement il a focalisé. Donc, c'est pour diminuer ce paperasse, diminuer le va-et-vient du citoyen entre les différentes entités de gouvernement. Donc, ils ont fait ou ils ont donné accès à quelques administrations donc, pour voir et valider donc, l'état civil ou l'acte de naissance des citoyens sans que le citoyen il aille pour avoir donc, cet acte-là, et aussi que cet acte-là, il est identifié par une durée de 3 mois. C'est-à-dire qu'après 3 mois, l'acte, il est expiré, donc l'entité gouvernementale, il ne peut pas donc, l'approuver. Donc, du coup, parmi aussi les obstacles, c'est comme on a dit, c'est la connectivité, donc elle est très, très importante, car aussi c'est que nous sommes en train, c'est quoi le e-gov? C'est-à-dire que quelque chose électronique. Donc il y a des messages électroniques ou des requêtes qui vont aller de l'utilisateur, qui est le citoyen, vers donc, le gouvernement où il y a les serveurs et tout. Donc, ce temps de latence, ou on va dire le temps d'acceptance ou le temps de traitement donc de cette requête, il va passer par deux choses. Donc, la première chose, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, donc c'est l'infrastructure. Donc, la qualité de l'Internet, donc c'est l'Internet pour nous, c'est maintenant, c'est l'autoroute, c'est pour aller d'une ville à une autre. Et la deuxième, c'est le serveur lui-même. Est-ce que le serveur, il a une capacité optimale? C'est pour traiter les différentes donc, requêtes. Par exemple, au résultat du bac, du baccalauréat, donc tous les gens ils sont un peu stressés. Et quand ils annoncent que c'est l'ouverture, on va dire, électronique de la consultation du résultat du bac, et voilà, donc pratiquement tout le monde, le candidat lui-même, sa famille donc lointaine, ses amis et tout, ils sont en train d'accéder pour voir le résultat. Donc, il y a un overload sur l'infrastructure. Donc, c'est aussi parmi les obstacles que le citoyen est en train d'avoir, c'est pour accéder à de tels services. Okay. Merci. Donc, le contexte étant posé, nous allons maintenant nous focaliser sur les solutions donc, existantes et qui doivent être en place pour vraiment approfondir donc, l'impact donc, des technologies dans la gestion de toutes les problématiques des citoyens. Donc, est-ce qu'on peut faire déjà un tour pour voir quelles sont déjà des solutions qui ont été proposées, implémentées par chacune de vos structures? Monsieur... Alors, je dirais peut-être, avant de passer aux solutions, pour revenir aux obstacles, je voudrais mentionner quand même un point extrêmement important, surtout dans le contexte africain, c'est la confiance. La confiance et le changement de mentalité. J'ai travaillé dans un pays où nous avons développé un projet, et notamment pour le basculement des finances, le paiement des taxes en ligne pour que ça devienne digital. Le problème auquel nous avons été confrontés, bon, pas nous, mais peut-être le gouvernement a été confronté à une grève des agents du ministère de l'économie et des finances qui disent que cette digitalisation est venue non seulement pour réduire le personnel, mais pour leur enlever toutes les opportunités qu'ils avaient dans la gestion voilà, de tout ce qu'il y a comme voilà, travail autour de la collecte des impôts. Et finalement, cette grève a été tellement intense que le gouvernement a été obligé de faire machine arrière parce que tout le monde sait que le secteur de l'économie et des finances voilà, est toujours très puissant. Ne serait-ce que faire machine arrière pour quelque temps, le temps de négocier. C'est difficile à comprendre qu'on soit dans un monde où on est en train d'évoluer et que de façon publique et j'allais dire non dissimulée, des agents d'un ministère aussi important se mettent à faire une grève juste parce qu'il y a une digitalisation qui est là, au lieu de chercher à comprendre qu'est-ce qui pourrait être les avantages et comment est-ce que cela pourrait transformer leur travail. Donc, au-delà de l'aspect technologique, il y a un aspect de mentalité, de basculement de mentalité à opérer. J'allais dire un aspect d'adoption, pas seulement par les citoyens, mais par les agents qui peuplent l'administration publique pour qu'ils comprennent dans quel sens le gouvernement est en train d'aller. Donc, il est important de travailler sur la confiance à tous les niveaux de la chaîne. En termes de technologie, je crois que c'est inutile d'aller dans tout ce qu'il y a comme panoplie d'applications et autres, mais je pense qu'il faut parler principalement de la connectivité de l'infrastructure. Aujourd'hui,
sans travailler sur la latence, réduire la latence à travers des technologies comme la fibre optique, la 5G et bien d'autres, il est inutile de vouloir mettre en place une digitalisation pour offrir des services qui, au bout du compte, ne seront pas reçus par les utilisateurs en temps et en qualité. Donc pour moi, le plus important, c'est d'abord la bande passante. La bande passante, nous devons travailler dessus, travailler sur la latence et les solutions existent. Il y a la fibre optique, les câbles sous-marins, bien sûr, il y a des solutions satellitaires peut-être un peu plus chères. Il y a aussi des solutions rurales. Au niveau de Huawei, nous avons déployé sur le continent un peu plus de 200 000 km de fibre optique. Pour désenclaver les zones rurales, nous avons également mis en place des solutions telles que le Rural Star qui permet de mettre à la disposition des populations la 3G et la 4G dans les zones très reculées. Donc, ceci est un préalable en termes de mise en place de plateformes qui va permettre à l'écosystème de se développer. Mais il y a de multiples solutions en termes de solutions e-gouvernement, voilà, pour différents secteurs qui peuvent permettre de pouvoir réaliser l'objectif. Et bien sûr, la 5G est là pour, bien sûr, travailler sur cette latence-là. J'ai une question qui me vient tout juste en tête. Donc, c'est aujourd'hui, étant donné le déploiement massif de la fibre optique sur toute l'étendue du territoire, est-ce qu'on peut dire qu'on est prêt aujourd'hui? Nous ne sommes pas totalement prêts. Nous sommes sur le chemin, d'autant plus que le rapport de la Banque mondiale qui a été publié en octobre 2019 déclare que l'Afrique a encore besoin d'au minimum 230 000 km de fibre optique à déployer de 2020 à 2035 pour être à un niveau optimum. Voilà. Il y a aussi, bien sûr, ce n'est pas seulement uniquement au niveau de la transmission, mais bien sûr dans d'autres domaines. Je dirais que, honnêtement, nous sommes sur le chemin, mais on peut faire déjà des choses, mais nous ne sommes pas encore fin prêts, à mon sens. Monsieur Boundi, vous êtes directeur du département service au niveau de l'ANSUD. Donc aujourd'hui, quelles sont les solutions donc, qui ont été mises en place dans le cadre des projets e-Gouv, donc pour faciliter la vie aux citoyens? Avec votre permission, je ne vais pas vraiment m'attarder sur les solutions, parce que e-Gouv, on en parle depuis plusieurs années. Les frameworks sont connus, on a parlé d'infrastructures, de services, d'accessibilité. La dimension GovTech dont on parle ici, c'est vrai que dans les descriptions, dans les définitions, on a oublié la dimension start-up et PME. Exactement, les différents acteurs. Exactement, les différents acteurs. Et le sujet de GovTech ici, les acteurs majeurs en tout cas qui sont visés, ce sont les start-up. Comment faire pour que cette transformation digitale de l'administration, dont les solutions sont connues, vulgarisées, tous les pays ont démarré des projets e-Gov il y a au moins 10 ans. Donc, dont les solutions sont connues, la question fondamentale, c'est comment faire pour que cette transformation digitale de l'administration bénéficie à l'économie numérique, à ces startups. Et c'est là vraiment le challenge pour la GovTech dont on parle ici. Et c'est sur ça que je veux m'appesantir un petit peu, comment faire pour que ça arrive. Et les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, le constat, c'est toute la commande publique, le processus d'appel d'offres de commande publique, c'est des choses qui sont, la régulation, c'est des choses qui ne sont pas faciles pour les PME et les startups. Parce que quand on voit un dossier d'appel d'offres déjà avec les conditions de conformité, les attestations de bonne exécution qu'il faut avoir, sur le projet de transformation digitale, donc de GovTech, pour faire participer, pour faire bénéficier les startups. Monsieur Konaté pourra en parler, le directeur de l'économie numérique. Donc ça, c'est les difficultés. La régulation, on n'a pas beaucoup de... Il y a plein de solutions, e-agriculture, e-santé. Il y a des petites solutions qui sont... On en a fait pas mal avec les petites entreprises. La difficulté dans ces choses-là, c'est la régulation. Quand on prend la e-santé, il y a des startups qui ont fait des bracelets qu'on appelle Mousseau, qui embarquent un certain nombre d'informations médicales. Il y a des startups qui ont développé des choses qui permettent d'avoir son carnet en ligne. Mais c'est des choses qui sont presque impossibles à faire de façon conformément à la régulation, parce qu'il y a les questions de données à caractère personnel, gestion des données à caractère personnel. Et ça, c'est presque impossible à avoir pour les startups.
Donc aujourd'hui, les difficultés majeures pour la contribution des startups à la construction des solutions qui sont déjà connues aujourd'hui, ce sont ces choses-là. On pourra parler après de comment est-ce que l'État peut faire pour améliorer ces conditions. D'accord. Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, on a des solutions dans les différents secteurs d'activité, santé, éducation. Et donc, il faut des acteurs pour accompagner donc, l'État pour la mise en place de ces différentes solutions-là. Et donc, est-ce qu'il y a un cadre aujourd'hui autour donc, de cette activité-là, d'utilisation de start-up? Est-ce qu'on a vraiment un modèle qui nous permet de faciliter donc l'acquisition des marchés à ces structures jeunes et innovantes? D'accord. Peut-être juste avant de répondre à la question, je voudrais préciser, apporter juste une contribution. On a dans un premier temps identifié les obstacles et la question après c'était de savoir qu'est-ce que le GovTech, les solutions. C'est sur ce point que je voudrais quand même mentionner le fait que, en fait, les technologies, ce que les technologies apportent, c'est une opportunité à l'administration de bénéficier de 3 choses importantes. La puissance des calculs, on dirait en d'autres termes la puissance de l'informatique. Les réseaux tels qu'ils sont conçus aujourd'hui autour de la connectivité, bien entendu. Et les capacités de stockage et de gestion de volume d'informations. Ce sont ces 3 forces qui vont vraiment emmener tous les changements et qui vont se décliner dans les différents services et autres à travers des acteurs comme les startups, les entreprises. Alors, évidemment, les startups sont des acteurs importants dans cette démarche. Pourquoi? Mais parce qu'on a vu, et même avec la Covid aussi, qui a mené d'autres problématiques, que nous sommes là à la pointe de la technologie. Il faut innover, il faut trouver des solutions. Et aujourd'hui, ceux qui portent ce type d'initiative, le mieux, même mieux que certaines entreprises dites traditionnelles et qui sont grandes, ce sont les startups. Et c'est une opportunité pour ce type d'acteurs. Parce qu'ils peuvent contribuer en étant des acteurs dans l'effort de digitalisation des grandes entreprises. Ils peuvent contribuer et ils doivent contribuer en étant des acteurs innovants qui apportent des solutions disruptives pour cette démarche. Alors, pour revenir à la question de savoir exactement est-ce que l'environnement s'y prête. L'environnement, oui, s'y prête. Alors, il faut savoir qu'au niveau de l'État, de tous les États, mais pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous avons un environnement juridique, légal, institutionnel, qui favorise le développement des startups. Parmi les axes stratégiques, au niveau de la Côte d'Ivoire, en termes de... Il y a 5 axes stratégiques autour desquels nous avons élaboré notre stratégie nationale. Et parmi celles-ci, il y a le développement d'un tissu industriel du numérique. Et dans cette logique, il y a pas mal d'actions qui ont été prises, notamment le VITIP que vous connaissez, le village des technologies, zone franche pour pouvoir abriter. Mais il y a aussi, par exemple, la Fondation Jeunesse Numérique, qui est une institution de l'État, avec la participation de structures sous tutelle comme l'ANSUT, comme la SNDI et autres, pour identifier, encadrer, incuber et accélérer les startups. Alors, il y a d'autres aspects, bien entendu, qui rentrent en compte. Lorsque ces startups existent, comment elles accèdent au marché public, l'État étant quand même l'un des plus gros fournisseurs de services en matière de GovTech, j'allais dire. Je pense que ça, c'est des questions qui peuvent être adressées dans d'autres, mais il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. En termes de transparence,
de la participation de ces acteurs qui sont incontournables dans le processus de digitalisation de nos administrations. Donc, merci pour ces éclaircissements. Je vais donc passer la parole à M. Hicham Iraki pour qu'il nous en parle un peu plus des solutions, des opportunités qu'on pourrait avoir via la technologie pour répondre à ces problématiques-là. Que peuvent utiliser aussi donc, les acteurs du marché, donc start-up, pour résoudre le problème rencontré par les citoyens. Oui, tout à fait, en fait. Je vais aller dans le même sens de ce qui a été dit. C'est que je considère aussi que les startups, c'est quelque chose qui permet d'accélérer, on va dire, d'accélérer et d'adapter les solutions sur mesure. Parce qu'une startup qui a réussi en Europe ne va pas nécessairement réussir dans l'un de nos pays en Afrique, parce que c'est relatif. Et ce qui est extraordinaire avec les startups, c'est des gens qui viennent et qui naissent du besoin. Donc, ils savent très, très bien comment adresser ça. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, à mon sens, qui est essentiel pour apporter des solutions rapides, c'est le cloud. Et je trouve que dans nos pays respectifs sur l'Afrique, on met beaucoup de restrictions sur le cloud. Des fois, je comprends pour des histoires de protection des données personnelles, etc. Mais on doit faire la part des choses. Il y a des solutions qui sont très bien établies sur le marché, qui ont une certaine autorité, etc. Qu'il faut vraiment simplifier, on va dire, les procédures administratives pour adopter ce genre de solutions. Si je parle des plus grands, on va dire, les éditeurs de la place, aujourd'hui, ils ont des solutions dans le cloud. Et c'est un accélérateur extraordinaire. Aujourd'hui, si on continue d'aller à mettre en place des infrastructures, etc., le temps qu'on met en place une infrastructure, elle devient très rapidement caduque. Les besoins changent très rapidement parce que les solutions born in the cloud, on ne pourra jamais offrir le même niveau de service avec des infrastructures locales. Ça, c'est vraiment un leurre. Je comprends, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on peut garder une partie des systèmes d'information qui sont extrêmement sensibles dans les États, mais il y a une grande partie des choses qu'on peut mettre dans le cloud et ça nous permettra d'accélérer très, très, très vite le déploiement des solutions. Et là, je peux vous parler d'un tas de panoplies. Aujourd'hui, un des sujets phares qui revient à la charge, surtout dans le temps qu'on vit dans le Covid, c'est toutes les On a des problèmes de latence. On voit que ce genre de solutions réussissent très très bien dans le privé. Il y a des applications au Maroc, il y a une application qui s'appelle Dabadoc qui fait vraiment un grand succès. Pourquoi pas ne pas implémenter ça dans les services publics pour désengranger, on va dire, nos hôpitaux et surtout, encore une fois, dans cette période de Covid, pour éviter les contacts et la massification sur ces lieux qui sont extrêmement sensibles. Donc, merci pour ce point. Donc là, on a parlé des acteurs, vous voulez rajouter? Oui. En fait, le point qui est abordé là, à travers l'utilisation du cloud justement dans le cadre on va dire de la GovTech, c'est un point crucial, c'est un enjeu crucial. On peut comprendre. Moi, là, je vais parler en tant qu'État. D'accord. Et la problématique, c'est vrai que le cloud, ça peut être un accélérateur. Et justement, pour se baser sur les startups, ils vont privilégier le cloud pour aller très vite. C'est ça. Or, la GovTech va adresser tous les domaines sensibles, enfin, en tout cas, les domaines sensibles de l'État. Que ce soit, j'ai parlé de santé, des données de santé. On ne peut pas héberger les données de santé des Ivoiriens dans Amazon ou bien dans Azure. Donc, je pose la question en termes de démarche de construction d'un écosystème GovTech. Je vais parler du cas de l'ensuite. Notre démarche, je vais prendre un projet concret, par exemple, qu'on pourra appeler peut-être Agritech. On a un projet e-agriculture dans le Bélier où on doit construire un écosystème e-agriculture. Ensuite, il sera
qui sera déployé à travers les pôles agro-industriels de la Côte d'Ivoire. Il y en a 7 qui vont arriver. Et pour ça, pour éviter que les données des agriculteurs et des citoyens ivoiriens se retrouvent dans le cloud, et pour construire un écosystème tech autour, en tant qu'État, on s'est dit que notre rôle, c'est de construire l'infrastructure IT qui va avec, l'infra, donc le data center, et un data center plutôt orienté cloud avec une couche, on va dire PaaS, ça veut dire que Platform as a Service. Ça veut dire que dans cette couche, on va implémenter un certain nombre de frameworks, des DevOps, des microservices de type Amazon qui seront exposés et qui vont permettre aux startups de travailler dans notre écosystème avec nos données. Donc ça veut dire que les données restent propriétaires de l'État de Côte d'Ivoire. Les startups, c'est comme si vous provisionnez un web service ou un serveur d'Amazon. La plateforme va fonctionner pareil. Vous arrivez, vous provisionnez des services canoniques qui vont vous permettre de développer autour des services composites que les agriculteurs pourront consommer et monétiser. Et nos données restent sécurisées. Et c'est ce qu'on va faire aussi dans le cadre du gouvernement à travers le projet sur lequel on travaille avec la BAD qui s'appelle Projet d'appui au renforcement de l'administration électronique. Ça va être la même orientation pour permettre aussi l'écosystème GovTech autour de pouvoir consommer les services, les données de l'État pour construire des services à destination des citoyens. Donc, pour nous, ça, c'est un point essentiel de la GovTech pour ne pas utiliser le cloud pour héberger les données faisant l'objet de souveraineté étatique. D'accord. Donc, pour faire une synthèse, c'est aujourd'hui, donc l'État met à disposition un cadre, un écosystème, donc pour faciliter donc le développement des solutions technologiques à destination des citoyens, sachant que les éléments les plus coûteux dans la mise en place donc de solutions technologiques, c'est d'abord l'infrastructure. Et donc, en prenant en charge ça, on résout une partie du problème. Et la deuxième partie du problème, ça sera plutôt le financement des startups. Donc, pour pouvoir piloter ce genre de projet, il faut avoir les moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un cadre, on a des dispositifs, on a un accompagnement pour ces startups-là qui partent pas forcément de gros capital, mais qui ont les compétences, les capacités techniques, technologiques pour pouvoir résoudre ces problèmes-là? Alors, Mamoru, je vais leur laisser répondre. Et puis après, comme il reste à peine 5 minutes, voilà exactement, j'aimerais prendre une question qui était en live, que tu peux poser si tu veux. Allez, mais répondre à cette question. Et... Je peux ? Oui, vous pouvez. Pour prendre l'exemple du projet dont je parlais sur l'IAGRI, on a un modèle opérationnel qui fonctionne comme suit. La partie infra, donc la partie socle passe, va être, si tout se passe bien, sous forme de PPP. Donc on va avoir, ça ne sera pas une start-up parce que c'est quelque chose de très sensible, on va avoir une entreprise solide qui va avoir le PPP, donc partenariat public-privé, sous un BOT, Build, Operate and Transfer. Et ensuite, dans les conditions, on va exiger, donc ça c'est l'État qui va financer, on va exiger de l'entreprise en question de contractualiser avec les startups. Il y a des critères qui sont définis, le type d'entreprise, pour développer les services. Et dans leur modèle opérationnel, entre eux aussi, ils peuvent être des brokers pour l'entreprise centrale. Donc, ils vont faire du marketing vis-à-vis des agriculteurs, parce que c'est des services qu'il faut marketer, parce que ça doit générer des revenus. Donc, ils vont faire le travail, bien en plus de développer. Donc, il va y avoir un revenu sharing entre les deux. Donc, en termes de financement, l'État va porter le gros du financement. L'entreprise centrale, donc il va y avoir des subventions, parce qu'on a fait un modèle financier qui demande quand même des subventions de la part de l'État. Et la génération de revenus, c'est du B2B entre le central et les startups, et ensuite du B2C avec les agriculteurs. Donc c'est des services qui ont été identifiés et le potentiel de revenus aussi qualifié. Donc c'est des choses qu'il faudra tester en phase pilote. Monsieur Konaté, je peux intervenir? Oui, allez-y. Oui, c'est en fait qu'il y en a deux petites, on va dire, discussions qu'il faut les avoir. Donc, la première, c'est le cadre législatif. Des intervenants, il a évoqué qu'il y a un problème légal, c'est pour la protection des données. Donc, la protection des données, c'est un problème qui est très, très sensible. Et je pense que le top de l'action qui va vivre, donc, c'est le cybersecurity.
Donc, il faut très bien protéger les données. Donc, ça, c'est un point très important pour qu'on puisse parler de e-gov. Donc, on ne peut pas laisser les données dans un autre pays ou aux mains des investisseurs, mais non, c'est le gouvernement qui doit avoir donc les données sous sa protection. Donc, le deuxième, donc, si on parle du cloud, donc le cloud, il fait partie de l'infrastructure. Donc, généralement, le gouvernement, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont ce qu'on appelle le Centre national d'informatique, donc le CNI ou quelque chose de similaire. Donc, c'est lui, normalement, qui doit être le main sponsor qui va protéger et qui va guider ce projet-là et surtout dans le sens de la protection des données. Et si on parle des startups, donc j'ai vu, il y en a quelques jours en arrière, donc il y a un jeune Africain qui a fait une petite startup avec une idée qui est très innovante, c'est-à-dire que quand on va et on passe à côté des plantes, on ne sait pas c'est quoi cette plante-là, on ne sait pas les bienfaits de cette plante. Donc, il a fait une petite application sur le mobile, que tu passes ton mobile en prise de photo donc, sur cette plante-là et il te donne toutes on va dire, les informations sur cette plante-là. Ceci dit que les jeunes, ils sont vraiment, on va dire, un catalyseur très bien pour qu'ils puissent donner des idées innovantes, et notamment dans le domaine de e-gov. En Tunisie, par exemple, donc, on a fait cette année-là, c'est ce qu'on appelle le Startup Act. Donc, c'est pour encourager la création des startups et pour encourager aussi leur soumission dans des marchés publics, soit en solo, soit en étant une alliance ou un groupement d'entreprises. Car si on va être sous l'édige d'une grande entreprise et après ils vont donner donc ou sous-traiter certaines activités aux startups, c'est vraiment, nous sommes retournés un petit peu dans le cadre précédent, c'est-à-dire que je l'appelle entre guillemets le cadre du dinosaure. Donc c'est un peu difficile donc qu'il marche en avant. Donc la vitesse, elle sera un peu lente. Les startups, ils ne vont pas toucher aux données, ils vont toucher aux deux parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle le SaaS, donc le Software as a Service. Donc, c'est cette partie-là, donc elle est partie très importante. On a des jeunes maintenant qui savent développer sur le .NET, sur le JavaScript, sur tout ce qui est en trending aujourd'hui dans le domaine de développement. Donc, c'est quelque chose qui est hallucinant, mais il faut leur donner vraiment le boost pour qu'ils puissent faire ça. Et d'autre partie, c'est la partie infra, c'est comme on a évoqué, donc la partie infrastructure en télécom et aussi infrastructure dans le IT, c'est-à-dire il peut fournir du matériel, il peut fournir de l'équipement, mais tout ceci, il doit être sous donc, la direction du gouvernement. Le startup IA, donc il y en a beaucoup de fonds nationaux et internationaux qui sont en train d'encourager le déploiement de ces startups-là, la création des startups-là. Il manque juste deux parties. La partie donc, législative, donc il faut aussi aider que la startup elle peut survivre, car si on fait pas donc, un cadre législatif bien déterminé, c'est pour la fiscalité, c'est pour l'accès aux fonds. Donc la startup, elle va mourir. Donc après quelques jours ou dire quelques mois, car les startups, ils ne savent pas vraiment, d'après mon expérience que j'ai fait l'encadrement des startups en Afrique et au Moyen-Orient. Donc ils ont des business plans qu'on va dire très optimistes, mais non, c'est quand on va à la réalité, non, c'est quelque chose d'autre. D'où donc les incubateurs, les accélérateurs, c'est leur rôle de leur encadrer, c'est-à-dire que la startup elle a trois phases. La première phase, c'est le métier, que je pense qu'ils sont en train ils sont experts là-dessus. Le deuxième, c'est le cadre législatif. Et troisièmement, c'est le cadre financier. Ceci dit qu'on a vu dans cette période de Covid, il y a un petit boom de l'e-commerce. L'e-commerce, si on voit derrière, qui est le catalyseur de ce boom-là de l'e-commerce, ce sont des jeunes qui ont mis des plateformes et d'autres jeunes qui veulent vendre. Donc, la motivation y est, juste le cadre législatif. D'accord. Et donc, on va prendre une question du public et qui, je pense que dans l'élan de ce que vous étiez en train de nous dire. Donc, la question, c'est quel serait, selon vous, le levier principal de renforcement d'un écosystème dynamique pour le gouvernement? Donc, les leviers, on a parlé d'infrastructure, on a parlé de financement, accompagnement, fiscalité. Est-ce qu'il y a d'autres points donc, qui pourraient être des leviers donc, pour le renforcement de cet écosystème-là? Je voudrais...
Allez-y, monsieur Hichamiraki. Oui, désolé. Rapidement, en une minute. En fait, il y a, oui, il y a un mécanisme très très important, à mon sens, qu'on ne leverage pas énormément, c'est le PPP, qui permet aux entreprises d'investir plus rapidement que l'État et d'éviter tous les process lents pour aller lancer des services, d'autant plus qu'on doit avoir cette agilité. Hein. Le monde du digital, c'est un monde qui est très très agile et un projet qui va prendre 1 an dans le cadre avec toute la lenteur administrative. Si on arrive à le faire dans un cadre PPP, on peut aller sur des délais qui sont très très courts et rendre service aux citoyens rapides. Merci. Monsieur Mahmoudi Bondi. Non, je voulais juste revenir sur les leviers, mais on en a beaucoup parlé, mais c'est très important. C'est vraiment la régulation et les procédures d'acquisition de l'État. Ça structure beaucoup, les entreprises sélectionnées pour cette transformation digitale. Ensuite, il y a l'orientation, enfin, ce dont je parlais tout à l'heure, le terme aujourd'hui qui est beaucoup utilisé, consacré, c'est Government as a Platform, qui va favoriser ça. Donc, l'exposition des ressources de l'État, pour éviter justement d'aller dans le cloud, l'exposition des ressources de l'État pour permettre à l'écosystème de travailler de façon libre, mais sous un contrôle de l'État, mais très, 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 très flexible. Mais aussi, on en a parlé aussi, tout ce qui est ressources humaines et compétences, parce que c'est des sujets qui se complexifient de plus en plus avec des notions. On a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, de big data, parce que là, oui, l'État, c'est l'un des plus gros... D'analyse de données, data DRH, scientist. je veux dire, donc, pour la Côte d'Ivoire, par exemple, l'État, on doit gérer 26 millions de personnes. Donc, c'est des données de 26 millions de personnes dans différents domaines. Donc, ça va demander des technologies aussi avancées et il faut des ressources et des compétences pour gérer ça. Moi, je voudrais juste ajouter un point développé déjà par mon prédécesseur. Il s'agit de la formation des compétences. Sans compétences, il est difficile d'accompagner les projets du gouvernement. Et au-delà, il a aussi dit qu'au-delà du fait que le gouvernement va fournir un espace, un écosystème aux startups, il faudra savoir que le gouvernement lui-même, en tant qu'entité, doit forcément se digitaliser, doit disséquer tous ces process pour pouvoir dématérialiser les process qui sont des répétitions, j'allais dire, inutiles et lourdes. Donc là, c'est vraiment la chose, à mon sens, à partir de laquelle il faut commencer avant de pouvoir, j'allais dire, outsourcer certaines parties aux startups. Le gouvernement lui-même, j'allais dire, qui est l'entité principale, l'entité qui est la pierre angulaire, doit se repenser, créer une nouvelle confiance, une nouvelle manière de travailler et, j'allais dire, un nouveau contrat sociopolitique. Monsieur Lassina Konaté, pour conclure donc, sur ce point-là. D'accord. Je pense qu'en termes de levier, il y a, ça a été dit, hein, essentiellement d'abord le cadre. Il faut un cadre qui favorise l'éclosion de ces startups, de cet écosystème. Donc le cadre réglementaire institutionnel, ça c'est véritablement important. Et quand je dis cadre réglementaire, ce n'est pas le cadre proposé uniquement par le ministère de l'économie numérique, par exemple. On a vu l'accès au capital est assez transversal. Donc il faut une synergie, on va même dire au niveau des États, au niveau gouvernemental, pour trouver la véritable solution en termes de cadre institutionnel qui favorise l'éclosion, mais aussi l'accès à des données importantes pour les startups en termes de capital. Il y a la connectivité. La connectivité, ça c'est important. Aujourd'hui, quand vous prenez nos pays, l'Internet, c'est essentiellement de l'Internet mobile. Il faut aller au-delà. Le large band, à domicile, au niveau des entreprises, au niveau de ces startups, il faut qu'elles disposent de connexions, de connectivité pour pouvoir profiter au maximum de ce que peut apporter la puissance de calcul, pour pouvoir profiter pleinement de tout cet environnement. Et puis il y a tous les autres, le développement de compétences. Il faut avoir des compétences pour gérer.
et avoir un environnement qui favorise effectivement l'éclosion d'un tissu industriel orienté digital. Merci. Merci à tous. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci bien. Merci à notre panel physique et aux personnes qui ont fait l'effort, hein, Hicham et Aitem, d'être présents virtuellement. Merci à vous tous. Alors, ce que je retiendrai de ce panel, il y a deux choses. Hein. Le premier message est si le gouvernement ne digitalise pas leurs services sont morts. La deuxième chose, c'est que le temps d'un gouvernement n'est pas le temps des citoyens. Et ça a été mentionné au début, un citoyen est aussi un consommateur. Et ils ont pris l'habitude d'avoir du digital et des services numériques rapides. Donc plus les États mettront du temps à se digitaliser, plus les citoyens prendront des options transverses, à savoir, ça a été mentionné également, des GAFAM. D'où peut-être l'idée d'utiliser les startups qui ont été mentionnées aussi dans ce débat. Au moins, vous les contrôlez et elles sont au service des citoyens et des populations africaines. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Bonne fin de matinée. On continue notre programme. Et puis, on l'a vu tout à l'heure dans les services e-gov. Jean-Michel nous a parlé de différents services et de l'état d'avancement de ces services dans la digitalisation, dans leur maturité. Et un des services dont il a mentionné qu'il trouvait peut-être pas assez dynamique récemment était l'e-éducation. Donc j'aimerais accueillir pour une session d'innovation Monsieur Alphonse Bayala, qui est directeur de développement des infrastructures à Landshut. Donc, je vous demande de avec moi s'il est... Bonjour monsieur. Vous allez bien? Très bien. Donc, je vous donne la... Bonjour à tous. Je pense que la présentation que j'aurai à faire va se situer dans la droite ligne de ce que nous venons d'entendre, à savoir l'e-gov. Parce que je vais vous parler, comme l'a dit Jean-Noël, d'e-éducation, et l'e-éducation est une composante majeure du programme e-gov. Alors, est-ce que je peux déjà avoir peut-être, voilà, merci. Donc, le thème que je vais ici vous présenter porte sur les TICE, moteur de digitalisation de la société. Mais il est peut-être bon de commencer par une petite définition des TICE, et je dirais de façon brève que les TICE sont les technologies